Mes parents sont pas au courant. Je monte dans la voiture, on va chercher Louisa parce que Metz avait aussi repéré Louisa. Je dis, tu vas pas à l'école, tu vas avec les pros parce que les pros recevaient Newcastle en Coupe d'Europe. Et on s'est quand même maintenu 2 fois ou 3 ans de suite avec cette équipe-là, avec beaucoup de jeunes. Les Seb sont arrivés, Ludo sont arrivés. Je dis, moi aujourd'hui, si je suis jeune de Metz, je suis au centre de formation là, je suis persuadé que je joue jamais à Metz. Et je lui dis à Pierre-André aussi, j'ai dit, mais il n'y a pas de jeu en fait. Aujourd'hui, je pense que beaucoup de gens s'identifient pas. Et je t'avoue que moi je m'identifie pas à cette équipe. Quand la police t'appelle sur ton téléphone fixe et que ton fils de 3 ans, quand il entend le message que je suis convoqué à la police pour l'enquête, que ton fils de 3 ans vient te dire papa tu vas aller en prison, quand tu arrives en Ligue 1 t'es obligé de te séparer de Sun Tzu parce que tu peux pas jouer avec Sun Tzu en Ligue 1, c'est pas jouable. Quand je suis revenu en France, j'ai eu contrôle fiscal, contrôle des douanes, parce que quand tu reviens de Turquie ça... Et puis en fin de compte, lundi mon agent m'appelle, il me dit Greg, il te propose 6 mois. Mais je dis, je sais pas, il y a 2 jours c'était 2 ans et demi, maintenant c'est 6 mois. Et je reçois un message de Bernard Serin. Est-ce que tu crois que les supporters et les collectivités vont me suivre en national? Et ce jour-là, en fait, quand on reprend, moi je suis chez moi en train de nettoyer mon garage. Et je passe un jour, je la rappelle, je dis, qu'est-ce que je fous là en fait? Les jeunes, ils sont tous en train de s'insulter, c'était un truc de fou quoi en fait. Van Pêche, t'es sérieux ou quoi? T'es à Metz, tu fais descendre le club et tu me dis, je veux pas jouer en national. Mais arrête tes conneries, moi je suis en Ligue 1, je vais jouer en national. Parce que c'est Metz. Bonjour, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de Grenadine, deuxième épisode, après le premier épisode avec notre cher Carmelo Michiche. Si vous l'avez raté, je vous invite à aller le voir. Je vous mettrai de toute façon tous les liens en description, j'y pense aussi. On est au tout début de cette aventure, donc n'hésitez pas à mettre des pouces bleus et des commentaires pour faire grandir ce projet. Donc voilà, l'idée comme d'habitude, inviter des joueurs ou même des entraîneurs qui font ou qui ont fait l'histoire de ce club. Et puis, qui de mieux pour représenter tout ça que Grégory Promont, ancien joueur, ancien entraîneur de l'équipe réserve, capitaine aussi emblématique de cette équipe. Salut Greg, comment Salut. ça va? Ça va, tranquillement, ça va. Content de t'avoir à la maison, on a changé un petit peu le décor. La dernière fois, c'est moi qui suis allé chez Carmelo, mais là on a fait autrement. Écoute, comment tu vas? Ça va, là je profite de mes enfants, de faire ce que j'ai à faire à la maison et puis de me perfectionner aussi dans mon travail parce que j'ai été à Lens pendant 3 jours là pour voir comment fonctionnait Franck S et son staff. Donc voilà, j'essaye de profiter de ces moments libres pour pouvoir revenir encore meilleur. C'est vrai que t'as affolé un petit peu tout le monde. Tout le monde t'a vu devant avec le logo du RC Lens et les supporters, ils se sont dit ah non, on va peut-être partir là-bas, mais non, c'était la formation. Non, c'était juste ouais, pour me perfectionner. J'ai eu la chance de pouvoir assister à ces 3 jours à ces séances et à sa préparation des entraînements. Il a accordé que je vienne, donc merci à lui encore. C'est vraiment une belle personne et je pense un très bon coach avec de vraies idées. Et dans cette Ligue 1 actuelle, je pense que ça fait partie des coachs qui ont des idées, des vraies idées. Il y en a d'autres pour moi qui n'ont pas spécialement d'idées, enfin, en tout cas pas les siennes en tout cas. Et j'ai pu aussi voir comment fonctionnait son staff et les joueurs. C'était vraiment top, vraiment top. Bon. Tu viens donc de région parisienne, on va revenir un petit peu sur ton enfance, on va remonter loin, j'espère qu'on va raviver quelques bons souvenirs pour toi. Oui, bien sûr. Donc tu es né à Cormeilles en Parisie. Ouais. Où est-ce que tu as grandi? Dans quelles conditions? Comment c'était ton enfance là-bas? J'ai grandi, moi je me souviens, j'ai grandi à Saint-Ouen-l'Aumône en fait, qui est à côté de Cergy-Pontoise, dans le Val d'Oise, dans un hameau. Donc j'ai grandi dans une zone pavillonnaire. Pas des grands pavillons, mais des maisons collées les unes aux autres, mais avec beaucoup de maisons. Mais bon, c'était un quartier assez calme, où on était beaucoup de jeunes là. Il y avait une école qui était là aussi, donc il y avait beaucoup de jeunes qui étaient là. J'ai été copain avec beaucoup de monde, et puis on avait une très belle équipe de football à ce moment-là du quartier. C'était pas l'équipe de Saint-Ouen-l'Aumône, c'était vraiment l'équipe de quartier. On faisait une équipe, on faisait souvent des matchs interquartiers contre les autres quartiers de Saint-Ouen-l'Aumône. On gagnait tout en fait, parce qu'on avait vraiment, il y avait même une fille qui jouait avec nous, qui est décédée maintenant malheureusement. Elle est décédée à 40 ans, elle a joué à Paris Saint-Germain aussi, mais à l'époque elle venait de notre quartier. Et quand on arrivait avec moi tout petit et puis elle, une fille qui arrivait là, tout le monde rigolait, mais on était plus fort que les autres quartiers. C'était qui? Comment elle s'appelait? Marie-Pierre Mazarin. Ok. Ouais. Et donc tu jouais en interquartier, pas en club alors? Si, je jouais en club à Saint-Ouen-l'Aumône, Ok. mais quand on était là pendant les vacances, parce que nous à l'époque, pas de PlayStation, pas de téléphone, pas de machin, pas de truc.
Nous, on faisait que du foot. Donc on sortait le matin pendant les vacances en été. En hiver, il faisait un peu plus froid. En hiver, on faisait que l'après-midi. Mais en été, on faisait le matin du foot. On allait manger les uns chez les autres. Et puis l'après-midi, on faisait du foot. Et le soir même, on faisait du foot. En fait, toute la journée, on faisait du foot. Et je pense que c'était un très bon apprentissage pour moi de jouer un peu dans le quartier. Ouais, ça t'a fait progresser, tu penses, Je pense, ouais. techniquement, tout À ça? l'école, on joue au foot. Maintenant, les jeunes, ils sont sur leur téléphone, ils sont sur leur PlayStation, ils sont sur leurs ordi, sur leurs trucs. C'est bien, le monde évolue, je dirais. Mais nous, à notre époque, c'était vraiment le top pour l'apprentissage du football ou même de la collectivité en général. Et en tant que petit jeune de la région parisienne, est-ce qu'on est forcément fan du PSG à ce Forcément. moment-là? Ouais. Enfin, non, pas forcément. Moi, oui. Moi, oui. Mais à l'époque, il y avait le Racing qui était Mm. là. C'est une club de France. Ouais, il y avait le Racing qui était là, qui était en première division aussi avec Paris Saint-Germain, qui jouaient tous les deux au parc. Donc nous, le Racing, c'était un peu le club du peuple. D'ailleurs, j'y ai joué un an là-bas. C'était un peu le club du peuple et donc on était plus fans du Racing, nous, de notre côté, que de Paris Saint-Germain. Qui, lui, Paris Saint-Germain était plus le club un peu riche, un peu machin. Comme maintenant. Ouais, voilà. Mais après, quand le Racing n'a pas disparu, parce qu'ils sont en National 2 et puis je pense qu'ils sont très bien classés en plus, bah, on a basculé sur Paris Saint-Germain parce que c'était vraiment top. Et au jour d'aujourd'hui, je suis encore supporter du Paris Saint-Germain. Et donc après, tu vas à l'INF Clairefontaine. Comment ça se passe? Comment tu te fais repérer Alors, pour intégrer l'INF Clairefontaine? Alors déjà avant, quand je suis à Saint-Ouen-le-Maune, il y a des recruteurs de Metz, enfin de tous les clubs qui sont en région parisienne, qui tournent là-bas parce qu'il y a un gros vivier de joueurs. Et j'ai la chance d'être repéré par le recruteur de Metz, qui après appelle Francis de Tadeo ici, qui maintenant dit encore directeur du centre ici, qui lui appelle mes parents et qui voilà, après je commence à faire des tournois avec Metz, des stages ici pour voir si ça fonctionne, s'ils peuvent me prendre ou pas. Et à ce moment-là, ils m'ont dit bah ça serait bien d'aller à l'INF Clairefontaine, donc je commence à passer des concours. C'est des concours en fait, c'est des concours pour rentrer à l'INF Clairefontaine. J'arrive à rentrer à l'INF Clairefontaine et puis après on va voir la suite de ce que tu vas me dire. Je veux pas te griller. Donc Metz te repère en fait déjà à ce moment-là et Ouais, c'était déjà ficelé en à fait 12 avec ans. Metz. Ouais. À 12 ans. Moi je suis arrivé à Clairefontaine, j'avais déjà signé à Metz. Ah, ok. Et Clairefontaine, donc tu dors sur place ou tu Ouais, rentres chez toi? Ouais, tu dors sur place toute la semaine, donc tu arrives le dimanche soir, tu repars le vendredi soir, tu joues dans ton club. Ouais. Tu joues dans ton club et tu reviens le dimanche soir en Oui, fait. c'est Donc vrai. j'ai continué à jouer à Saint-Ouen-le-Maune la première année. Et puis, arrivé la deuxième année, donc en U15, il y a le recruteur de Metz, je me rappelle, c'était marrant parce que il m'appelle chez moi sur les téléphones fixes parce qu'on n'avait pas de portable. Et il appelle chez moi, tes parents sont là? Non, ils sont pas là, ils étaient partis faire des courses ou je ne sais quoi à ce moment-là. Et, euh, et il me dit, bon, bouge pas, j'arrive. Donc il arrive chez moi, il me dit, il monte dans la voiture. Donc je monte dans la voiture, mes parents ne sont pas au courant. Je monte dans la voiture, on va chercher Louis Saha parce que Metz avait aussi repéré Louis Saha. D'ailleurs, c'est mon père qui avait donné son nom à Julien Volpe, qui était recruteur de Metz à cette époque-là, là-bas. Donc c'est grâce à toi si Louis Saha a fait carrière. Là. Non, c'est pas grâce à moi. Louis Saha aurait fait carrière avec ou sans moi parce qu'il est des très bonnes qualités, mais c'est peut-être grâce à mon père que Louis Saha est arrivé à Metz. Voilà, c'est peut-être ça. Donc on va chercher Louis Saha qui habitait Soisy sous Montmorency. Et justement, ce monsieur nous amène au Racing. Et il nous dit maintenant c'est fini parce que moi je jouais à l'époque en DHR, en U15 DHR, et lui, Louis, il jouait en première division de district, en 15 et première division de district avec si je me trompe pas, ça doit être ça, avec Soisy. Et il a dit maintenant c'est fini, c'est fini les petits clubs, vous allez au Racing. Donc il nous a mis au Racing un an pour jouer en U15 nationaux en fait. Donc on a joué avec Papus Camara qui était au Racing. Et Brahim Mdani, mais qui était un an plus vieux, lui, qui était déjà passé par là. Et Camara que tu as retrouvé en plus après équipe de France de jeunes. Ouais. Bah, lui, il y était déjà. Moi, je suis arrivé plus tard en équipe de France de jeunes. Moi, je suis arrivé un peu plus tard, mais lui, il y était déjà. Mais Papus, on était déjà en Ligue de Paris ensemble. Voilà. Et donc, il y avait la Ligue le district du Val d'Oise, l'équipe du Val d'Oise, où là, avec Louis Saha, avec Philippe Restanval, Gérard Nurwan, on avait une bonne équipe du Val d'Oise. Et puis, on s'est retrouvé après en Ligue de Paris, où là, bah, on avait une très très belle équipe aussi. Et puis l'année d'après, Clairefontaine a décidé de créer une équipe, un U17. Donc on était U16, mais pour jouer en U17. Et il demandait forcément au club à qui on appartenait s'ils préféraient qu'on reste là, parce que c'était pas prévu qu'on reste là, s'ils préféraient qu'on reste à Clairefontaine ou qu'on aille dans leur club. Donc je sais que Nantes, les joueurs de Nantes à l'époque, Nantes les avait récupérés. Philippe avec Monaco avait été récupéré par Monaco.
Et nous, Metz, donc il y avait Metz, Paris Saint-Germain avait laissé Anelka aussi, parce qu'on avait Nico Anelka qui était dans notre équipe. Et puis on a fait une saison en U17 nationaux à Clairefontaine alors qu'on était U16. On est allé en finale d'ailleurs. On a perdu contre Cannes avec un an de moins que les autres. Et puis c'est l'année d'après que je suis arrivé à Metz, donc en U17 nationaux, je suis arrivé à Metz. Anelka en jeune, c'était déjà très fort. Très très fort. Très très fort. Ah, on a eu la chance d'avoir Thierry Henry aussi, la génération au-dessus. La génération au-dessus de Thierry Henry, c'était vraiment très fort. Anelka, c'était très fort. Mais on avait une attaque, nous. On avait une attaque avant que Nantes récupère Alioune Touré, parce qu'il y avait Alioune Touré. On avait une attaque Anelka, Saha, Touré. C'était, Pas mal. on avait vraiment une très très belle génération d'ailleurs. Il y en a peut-être plus de la moitié qui sont passés professionnels derrière. Ouais. Et toi, t'étais déjà 6 du coup à ce moment-là, ou tu jouais quand même 10 ou un peu plus Moi, je suis haut? arrivé à Clairefontaine, j'étais attaquant. Comme tout le monde, j'ai l'impression que tout le monde, il n'y a Ouais. que des attaquants et tout le monde recule. J'étais attaquant. Metz m'a fait venir. Il m'avait vu, j'étais attaquant. Et puis après, par la force des choses, pour aussi le manque de qualité par rapport à d'autres personnes aussi. Surtout si J'ai- t'as Anelka en concurrence. Ouais, c'est compliqué. j'ai rebasculé milieu de terrain défensif, ouais, et puis c'était plus mon poste qu'attaquant, je pense. J'étais plus apte pour ça. Quand tu arrives à Metz, le centre de formation, comment tu t'intègres? C'était encore à Vaud à l'époque là? Non, c'était à- justement, j'arrive, c'est l'année où on rentre dans à la le, Plaine. pas Non, là, pas à la Plaine. à côté de à côté Saint-Symphorien. de Saint-Symphorien. Ouais, c'est l'année où on inaugure ça. Donc moi, je suis arrivé, c'était pas encore terminé, donc on a fait le stage de prépa au foyer jeunes travailleurs comment ça, c'est où là? C'est Plantière là-bas, c'est vers Je Plantière. crois. Foyer jeunes travailleurs où on s'entraînait sur les terrains de l'APM et de l'ES Metz. Je crois qu'il y avait d'autres terrains parce que d'ailleurs maintenant ils ont fait le Palais des Sports et puis tout ce qu'il y a autour de ce Palais des Sports. Mais avant il y avait des terrains là, on s'entraînait là. Et voilà, après on intègre ici, donc moi je suis avec Louis dans la chambre. Louis a commencé lui avec la Nationale 2, à l'époque, qui s'appelait Nationale 2 peut-être, ou CFA, je sais Ouais, plus, c'est- un des deux. Et moi j'ai commencé avec les U17 nationaux. Bah, Louis était avec plus de qualité que moi, était en tant que joueur de vente, joueur attaquant déjà. Et moi j'étais plus un joueur de club. Et puis après on rentre dans le centre de formation, on est ensemble. Puis voilà, tout débute là-dedans, ça s'est très bien passé. Après, ce qui a peut-être avantagé aussi la chose, c'est que l'année d'avant, on a joué contre Metz en match amical, Metz qui gagnait tout, et puis on leur a mis 6 à Clairefontaine. Donc quand on est arrivé là, on apparaissait comme un peu les cadors, entre guillemets, du football, mais voilà, donc c'est pour ça que ça s'est très bien passé avec tout le monde. Et à ce moment-là, il y avait qui d'autre avec toi? Donc là, tu m'as dit Louis Saha, mais tes entraîneurs, c'est qui t'ont formé à Metz et avec qui t'as. Moi, c'est Francis de Tadeo qui a été. Francis, on a un lien. Après, on s'est retrouvé à Caen, on s'est retrouvé un peu partout. Mais Francis de Tadeo qui lui avait appelé mes parents à l'époque, qui m'avait fait venir en stage ici pour me prendre. Ben, cette année-là, c'est lui l'entraîneur des U17 nationaux. Après, je suis vite monté à la mi-saison parce qu'il y avait une équipe DH à l'époque, donc la troisième équipe senior du FC Metz. Il y avait les pros et la Nationale 2, et il y avait une équipe DH qui équivaut maintenant à la R1. C'était la troisième équipe où là on jouait avec les meilleurs U17 entre guillemets, plus ceux qui n'étaient pas pris en réserve. Et donc on jouait très très jeune. Moi je suis monté là-bas, j'avais encore 16 ans. Je jouais en défense centrale, tout petit, tout maigre. Et ça n'a pas fait peur. Le coach c'était Michel Etor à ce moment-là, qui était aussi entraîneur des gardiens des pros. On a fait une saison galère, on avait des super joueurs, mais on a fait une saison compliquée parce qu'on était très très jeunes. On a réussi à se sauver à la fin, mais les joueurs, il y avait vraiment des très bons joueurs. Dans les joueurs connus, il y avait Steph Morizot qui a joué, Sylvain Marchal, Stéphane Borbiconi, Christophe Egiman dans les buts, qui a joué aussi plus avec la réserve, mais des fois il descendait avec nous. Zico Tumba, Jimo Iole, on avait vraiment une très très belle équipe. Ouais. C'est vrai que Francis de Tadeo, il a ramené pas mal de joueurs un peu de ta génération à Metz. C'est lui Ouais. qui les a fait venir. Ouais. Donc c'est à peu près à cette époque-là hein, donc, que tu vas aussi en équipe de France ou c'est après? C'est l'année d'après en fait. Rien d'après. L'année d'après, quand je passe avec la réserve, donc c'était Philippe Insberger à ce moment-là, entraîneur de la réserve. L'année d'après, Philippe était directeur du centre, Philippe s'en va, Francis passe directeur du centre, en même temps entraîneur de la réserve. Et là, je commence à jouer avec la réserve.
Et d'ailleurs, à la fin de saison, on termine champion de France avec la réserve. Et c'est à ce moment-là que j'ai été appelé en équipe de France en tant qu'arrière gauche. Donc là, c'est Ça un fait peu. tous les postes. Ouais, franchement. Et en pro, je les ai tous faits sauf 2 en pro. Mais en tant qu'arrière gauche, et je pense, à mon avis, je sais pas comment que ça se passe, mais je pense que l'entraîneur de l'équipe de France a dû appeler les centres de formation pour demander s'ils avaient un arrière gauche. Et Francis a répondu ouais, j'en ai un. Et donc j'ai joué arrière gauche. Alors que tu jouais pas arrière gauche à ce moment-là. Je jouais un peu partout parce Ouais, que je tu jouais dépannais, ouais. en réserve, on jouait à 3 derrière, je jouais en piston, je jouais des fois en défense centrale parce que comme je mettais pas je voulais pas mettre la tête. Donc Francis me mettait en défense centrale pour vraiment aller au duel avec l'adversaire et puis apprendre à jouer de la tête. Donc j'ai joué un peu surtout piston, et à gauche ça me dérangeait pas. Ça me dérangeait pas, j'ai pas de problème avec ça. À Clairefontaine, on a vraiment bien appris à travailler de son mauvais pied. Et donc le mauvais pied après c'était réglé, j'avais pas de soucis particuliers avec ça. Et donc j'arrive en équipe de France, premier match on va au Maroc, donc on est U18, on joue contre les U20 du Maroc et on fait 0-0 et puis l'entraîneur a bien aimé mon match. Et donc après j'ai continué avec tournoi à droite à gauche et plus les éliminatoires pour le championnat d'Europe où on va jouer un match décisif en aller-retour en Hollande et chez nous. On va en Hollande, on gagne 3-0. Après, je me blesse à un tournoi à Porto, donc je fais pas le match retour. Et on gagne aussi 3-0, donc on va en Islande. J'ai été rappelé pour être en Islande, mais là, j'ai pas joué arrière gauche, j'ai joué milieu. Et on a été champion d'Europe cette année-là. Voilà. Avec une anecdote, je fais la passe à Louis Saha qui marque le but de la victoire. Donc on arrive ici à Metz au retour. Et donc voilà, donc cette année-là, on a gagné avec Metz, on a été champion de France avec la réserve. On a battu. Que je dise pas de bêtises, on a battu Lyon, donc gros centre de formation en demi-finale, et on a battu Auxerre en finale, 2 fois chez nous à Bellecroix, donc c'était top. Après, on est parti en équipe de France avec Louis, on a gagné le championnat d'Europe, et on a gagné aussi, ils avaient fait une petite coupe d'Europe des clubs avec la Belgique et l'Allemagne un peu autour d'ici, et on avait gagné aussi l'Euroleague. Donc cette année-là, on avait tout raflé, mais on avait une grosse équipe avec Metz, on avait vraiment une très très belle équipe. Et c'était pas plus difficile justement parce qu'il y avait plus de monde qui pouvait passer professionnel. Peut-être les places étaient plus chères. Comment il se fait ton passage justement avec les pros? Déjà cette année-là, à un moment donné, on va jouer à Lens donc moi j'avais pas repris avec les pros. Hein. Louis avait repris avec les pros. Louis a toujours un temps d'avance sur moi. J'avais pas repris avec les pros, mais et puis après Lens, on revient de Lens, on avait perdu. J'ai descendu du bus, c'était un dimanche. Et puis Francis, il me bloque, il me dit demain tu vas pas à l'école, parce qu'on allait encore à l'école. Demain tu vas pas à l'école, tu vas avec les pros, parce que les pros recevaient Newcastle en Coupe d'Europe. Et donc je dis ah ok, donc je vais pas à l'école. Et puis je fais les 2-3 jours avec les pros pour le match de Newcastle. Et la veille, il manquait du monde, hein, c'était un peu comme ça. Donc. Et la veille, le coach, je vois la liste, il en prend 19, je suis dans les 19, à l'époque c'était 16. Hein. Ouais. C'était 16, donc je suis dans les 19 pour le match de Coupe d'Europe. Et donc je me rappelle, bon, j'avais 18 ans, donc on arrive au Vert c'était au Novotel Centre à l'époque. Et puis là, Chris Waddle qui est là, c'était mon idole à l'époque. Chris Waddle qui venait commenter le match, il est là, il y avait tout le monde qui était là. Et là, on rentre dans un autre monde. Après, le coach, quand il donne ses 16, bon, je suis pas dans les 16. Je suis en tribune, je pars en tribune, mais c'était vraiment top. Après, je suis reparti avec la réserve. Et c'est l'année d'après que ça se fait, donc je reprends quand même je reprends pas avec les pros, je reprends avec le centre. Et il y a Jeff Strasser qui se blesse en août, quelque chose comme ça, au tout début du championnat, en août, et puis donc il fallait quelqu'un. Et donc je monte avec les pros, ils demandent que je monte avec les pros pour remplacer Jeff Strasser. Et en fin de compte, là, je suis plus jamais sorti en fait. Et le samedi qui a suivi, j'étais même à Monaco. C'était le premier match, j'étais à Monaco. Donc, en fin de compte, voilà, le coach a apprécié ce que j'avais fait. J'ai saisi cette chance de pouvoir m'entraîner avec les pros sur un malheur de Jeff Strasser, bien sûr. Bah, il n'avait pas une grosse blessure, mais il était indisponible ce jour-là. Mais c'est souvent comme ça que ça arrive. Et quand on met un pied chez les professionnels, après, il faut réussir à plus en sortir. Et donc, cette année-là, j'ai fait énormément de matchs avec des gens comme Fred Mérieux, Robert Pires. L'année où on fait vice-champion, en fait. Ouais, tu fais 15 matchs. Je fais 15 matchs, j'en fais 5 titulaires, j'ai dû faire 10 rentrées, ces trucs comme ça, quelque chose comme ça. Voilà, j'ai réussi à faire quelque chose de plutôt pas trop mal. Et puis en plus, on était très très respectueux des anciens. Et donc les anciens, moi, m'ont pris sous leurs ailes.
Je parle surtout de Fred Mérieux, il m'emmenait à Paris, il m'emmenait partout. Et puis encore maintenant, quand on se voit, quand il vient ici, là, on s'envoie des messages. C'était son anniversaire d'ailleurs hier, je crois, à Fred. Et, euh, et on va manger ensemble. Franchement, c'est une personne qui m'a vraiment aidé, mais ils m'ont tous aidé, mais lui, il m'a vraiment, vraiment, vraiment aidé. Il y avait une grosse équipe. Hein. Grosse, très grosse, ouais. Très grosse. Puis Fred Mérieux, le terrain milieu offensif, Ouais. pas de gauche, c'était un sacré joueur. Ouais, extraordinaire. Grosse équipe. Tu découvres aussi la Coupe d'Europe. C'était une époque, tu vois, pour les plus jeunes, oui, mais ça jouait la Coupe d'Europe. Donc Newcastle, t'étais dans le groupe. Il y a aussi Helsinki, barrage de Ligue des Champions, Coupe de l'UEFA contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Bah moi j'ai joué. J'ai C'est une belle été. expérience, ça, je pense. L'année d'avant, je l'ai vécu. L'année où j'ai commencé, en fait, je l'ai vécu. On est parti à Moucron, parce que Moucron était à l'époque en D1 belge. On est parti à Moucron, on avait gagné là-bas. On était parti à Karlsruhe aussi, qui était une grosse équipe allemande à l'époque. Et on s'est fait sortir par Karlsruhe. Voilà. Moi, j'avais pas joué, j'étais sur le banc, les deux, enfin les trois même, les 3 matchs. Mais c'était vraiment des anecdotes importantes. C'est l'année d'après que j'ai joué quand on va à Helsinki, donc pas très bon souvenir. Après, il y a 4 joueurs qui étaient partis. Robert était parti, Joss, Rigaud, et je sais plus qui, un quatrième qui était parti. Donc c'était un peu compliqué et on avait perdu contre Helsinki. Rebasculé justement en Ligue, je sais plus comment ça s'appelait, Ligue Europa ou autre, je sais plus comment ça s'appelait. Où là on joue Belgrade, donc juste après la guerre. UEFA, c'était... Coupe UEFA. Belgrade, donc là-bas on perd 2-1 et on gagne 2-1 chez nous, puis on perd au penalty. Et là le coach m'avait dit tu tires le penalty, j'ai dit non je tire pas. Moi j'avais 19 ans, je tire pas. Il me dit si tu tires, j'ai dit non. Et puis il a insisté et puis j'ai dit vas-y je tire. Et je suis allé, j'ai tiré le premier, j'ai marqué. Et puis je crois que Danny Boffin avait raté et Nenad Jestrovic. Ouais, donc voilà. Mais bon, c'était un peu le FCMS qui est en remaniement parce que 4 joueurs qui partent très importants et en fin de compte ces 4 joueurs je l'ai appris après par Carlo Moinari, Robert et comment ça s'appelle et Jos Blanchard. Ils avaient dit à Carlo ça sert à rien de récupérer un numéro 6, d'aller en chercher ailleurs, il y a Greg qui est là. Et donc 19 ans, les pros comme ça qui disent au président ne prenez personne puisqu'il y a Greg. Donc voilà, après c'est sûr que j'étais pas non plus fini. Voilà, ma formation n'était pas finie. Donc avoir un président qui dit ok, on va jouer la Coupe d'Europe quand même, des matchs décisifs avec un gamin de 19 ans, on va lui laisser le temps même s'il se trompe. C'est quand même pas donné à tout le monde. À l'époque ça se faisait, maintenant bon, un petit peu moins, ce que je peux voir des entraînements, des matchs. Mais et c'est bien dommage d'ailleurs. Mais voilà, donc je les remercie tous ces gens-là. Et justement, donc, c'est à peu près à cette période-là, tu vois, 2001, tu deviens capitaine, tu parles des pénaux, tu commences à tirer les coups de pied arrêtés aussi. 2002 capitaine. 2002 capitaine. Ouais, 2001 c'est Fred et on descend, 2001-2002 on descend et là... Ouais, c'est l'année-là où c'est là, tu prends le brassard, tu tires les coups de pied arrêtés, les pénaltys. Alors c'est milieu défensif, je pense que les attaquants, ils ont dû... Non, ça s'est passé, c'était marrant parce qu'en fin de compte, Jean Fernandez arrive avec René Lobello, son adjoint, super, René Lobello, super personne. Et René, à un moment donné, il savait comment Jean Fernandez, parce qu'il travaillait avec lui depuis des années, et puis il basait beaucoup de choses sur les coups de pied arrêtés. Et René, il dit, de toute façon, faut qu'on trouve un tireur de coups de pied arrêtés, donc voilà. Bon, je l'ai tiré quand même un peu en réserve aussi, je l'ai tiré et tout ça. Et puis un jour, René, il dit, tiens, venez les gars, donc il prend 4-5 personnes, dont moi, dedans, venez, on va tirer, il faut qu'on trouve un tireur de coups de pied arrêtés, donc on va tirer coup franc, et puis nous, on va vous dire. Je dis ok, on se met là, et puis c'est moi qui tire le premier. Il dit allez, vas-y Greg, c'est parti. Et premier, je frappe, je mets lucarne. Il a dit c'est bon les gars, pas de problème. Donc après, ils ont trouvé un gaucher, donc il y avait Ludo Bragnac, il y avait tous ces gens-là qui étaient Ludo, il commençait, mais il fallait trouver un gaucher. Mais voilà, si ça se trouve, le premier, si je le mets 40 mètres au-dessus, je ne le tire pas. Voilà. Donc les coups francs, corner, et donc c'est bon, Greg, t'as le pied, on va pouvoir le faire. Le coach, il disait, t'as le lift, Greg, t'as le lift, il me faisait rire. Et donc après, on a travaillé beaucoup de coups de pied arrêtés, et corner, et tout ça, avec un positionnement bien précis, très arrêté, en plus, parce que 3 personnes au premier poteau, et puis moi, il me disait, Greg, tu dois tirer au premier poteau, tu te débrouilles. Et donc c'est vrai que quand le corner était bien tiré, on a marqué énormément de buts. Borby, il a mis énormément de buts sans trop bouger, en sautant, et boum. Et à Marseille aussi. Marseille d'ailleurs. Marseille, Mehdi qui marque comme ça, sur un corner que je tire, ouais.
Et voilà, après les coups de pied arrêtés, c'était plutôt rodé. En Ligue 2, on a marqué énormément de buts sur coups de pied arrêtés. Et les pénaltys, j'étais capitaine, j'ai pris mes responsabilités. Je tirais les pénaltys. En Ligue 2, j'ai voulu laisser Manu Adebayor à un moment donné parce qu'il marquait des buts et que je voulais qu'il soit meilleur buteur. C'était Cédric Fauré qui était meilleur buteur. Et, et sauf que Manu, à un moment donné, il en a raté un. Et puis donc j'ai repris les pénaltys. Et d'ailleurs, quand on monte contre Guignon à domicile, le premier but, c'est pénalty que je marque. Et d'ailleurs, ensuite, vous remontez et vous vous maintenez avec beaucoup de joueurs du centre. T'as Ludo Ouais. Bragnac, t'as Franck Beria, t'as Sabre Noir. Ouais, alors là, c'est paradoxal parce que on finit l'année de Ligue 2. Notre attaque, c'est Adebayor Niang avec John Jager et Eric Asli qui étaient derrière eux remplaçants. Et le premier match qu'on fait en Ligue 1, on perd Adebayor, on perd Niang, on perd John. Et le premier match qu'on fait en Ligue 1 contre Ajaccio, on joue avec Babacar Gueye qui a 17 ans, alors que 2 mois auparavant, on a Adebayor, Niang, John et Eric Asli. C'est quand même bon. Et je crois qu'on fait match nul à domicile, bref. Donc c'était un peu chaud, mais bon, on a réussi à se sauver avec énormément de jeunes. Et d'ailleurs, le match de Marseille qu'on gagne là, mais c'était un an après, je crois. Ouais, oh non, c'était cette année-là, 2002, 2003, 2003, 2004. Ouais, c'était cette saison-là. Et quand ça repasse sur Facebook, je vois on est 9 issus du centre de formation à être titulaires. C'est incroyable. À être titulaires, je crois qu'il y avait que Mehdi Meniri et Toafilou Malida qui étaient, il me semble, qui étaient pas du centre. Avec Mehdi qui est de Nancy, qui est du centre de Nancy, mais qui habite Metz, qui sort de Metz. Donc ça fait 10. Et les remplaçants, je sais plus il y avait qui, mais si on est 9 déjà du centre, donc remplaçants, il devait y en avoir au moins 2-3 aussi, je pense. Et donc c'est impressionnant, et malgré tout, on a quand même réussi à faire de belles choses. On s'est quand même maintenu 2 fois ou 3 ans de suite avec cette équipe-là, avec beaucoup de jeunes. Les Seb ils sont arrivés, Ludo sont arrivés, Franck Beria, il y a eu pas mal de monde, Franck Signorino. Et à cette époque-là, on parle du match de Marseille, il y a un joueur qui explose pendant 6 mois. Et toi, tu l'as vu, Franck Ribéry? Non, c'est l'année d'après. C'est l'année d'après? C'est l'année d'après. J'ai un peu C'est l'année d'après. J'ai un peu mal calculé mes notes. Il arrive l'année d'après, justement, nous on se sauve, et lui il arrive cette année-là. Et ouais, extraordinaire joueur. Il arrivait de national, mais impossible de lui prendre le ballon. Et d'ailleurs, c'est là, quand il voit à Marseille, parce que moi je suis blessé, je me blesse à Ajaccio, je me pète le tendon. Et donc après, il voit à Marseille. Ouais, il fait un gros match. Et là, contre Lizarazo, il a tué Lizarazo. Mais il a tué beaucoup de monde. En même temps, il a tué beaucoup de monde. J'avais pas de relation bien précise avec lui parce que j'avais pas d'atome crochu avec lui. Il est resté 6 mois. Donc ouais, mais l'homme, enfin voilà, j'étais pas fan. Maintenant, le joueur de foot, c'est extraordinaire, c'est magique. Voilà, et on l'a vu dans sa carrière après ce qu'il a fait, voilà, Les saisons Bayern et tout ça. et des joueurs comme ça reste des joueurs créateurs, des joueurs qui tout le monde parle de Franck et l'ont fait passer pour un idiot, tout ça, mais dans le foot, il comprend tout. Il comprend tout avant tout le monde. Donc c'est des joueurs, c'est des joueurs qui, je pense, aujourd'hui, bon, je parle pas de Franck parce que tout le monde va me dire, bah oui, il manque Franck Ribéry à Metz, il manque Franck Ribéry partout en fait. Mais je parle de son intelligence, je pense. Des joueurs intelligents comme lui, comme moi j'ai pu être, comme beaucoup on peut être, qui ont la réflexion footballistique, je pense qu'il en manque beaucoup au FC Metz. Et je pense que c'est un peu à cause de ça qu'on n'arrive pas à s'en sortir depuis pas mal d'années. Des mecs qui comprennent vraiment le football, quoi. Qui comprennent vraiment le football. Là, on a beaucoup de mecs qui sont très très performants dans tout ce qui est athlétique, dans tout ce qui est course, dans tout ce qui est physique là-dessus, qui ne sont pas mes qualités. J'ai pas de problème avec ça, il en faut. Mais je pense qu'il faut aussi des joueurs à l'intérieur de ça qui vont pouvoir à un moment donné guider les gens, et rien qu'avec la communication, comprendre un peu le football, vraiment le football, et faire un amalgame de tout ça pour pouvoir vraiment être performant. Voilà. Mais est-ce que les joueurs que tu décris là, est-ce qu'ils ont forcément envie de venir à Metz dans la mesure où ils savent qu'on joue pas trop au ballon, tu vois, qu'on passe plus de temps à défendre, à pas avoir la balle, donc c'est aussi difficile d'attirer des joueurs comme ça, tu vois. Il y a une vraie qualité à Metz sur tout ce qui est transition. Les coachs font des très belles choses là-dessus. Antonetti, il a commencé comme ça. Monsieur Bologna, il fait ça. En Ligue 2, c'était ça. Le seul truc qu'il y a, là-dessus, on est très performant, très très performant. C'est très très fort là-dessus.
Le problème que j'ai moi avec ça, c'est que quand une équipe marque avant nous, on peut être en difficulté. On peut être en difficulté. Et surtout quand on joue à domicile. Parce que là, on va jouer à Marseille hier. Marseille marque, mais Marseille continue à jouer parce qu'ils sont au Vélodrome, parce que machin, ils sont à 10. D'ailleurs. Ils continuent à jouer et quelque part, ils se découvrent un peu et puis ils s'ouvrent un peu. Maintenant, à domicile, moi je prends l'exemple de Toulouse la dernière fois. Toulouse marque, 10e minute de jeu, 11e minute de jeu, quelque chose comme ça. Et derrière, ça se termine à 1-0 pour Toulouse. Parce que derrière, comment on fait pour remarquer? Pour remarquer, nous, et pour égaliser. Parce que prendre un but en soi, c'est pas grave. C'est pas grave, à partir du moment qu'on est sûr de nous derrière. Lorient, on prend un but, j'étais au match, on prend un but, on marque. Mais après, il y a ce deuxième mi-temps qui est complètement folle. Et on marque aussi parce que Lorient est très très joueur, quelque part. Il est juste là, moi, mon problème, c'est qu'on a fait une équipe pour de la transition et elle est très très bien faite pour cette transition. Maintenant, dans le football, en Ligue 1, il n'y a pas que de la transition. Il n'y a pas que de la transition. Et des fois, il faut récupérer le ballon. On voit contre Lorient, je crois les 15 premières minutes, il y a 87% de possession pour Lorient. C'est-à-dire que la récupération de balles de Metz, elle n'a pas été si nombreuse que ça pendant 15 minutes. Et en Ligue 1, il ne faut pas négliger les joueurs de Ligue 1 parce que la Ligue 1 et la Ligue 2, c'est complètement différent. Et puis, il y a un monde d'écart. Et là, j'étais à Lens. Et j'ai vu à Lens, j'ai parlé avec le coach, j'ai dit au coach le dernier jour, j'ai dit franchement vous m'avez réconcilié avec le football. Parce que quand je vois vos gabarits, Lens, ils n'ont rien en gabarit. Ils ont Danso qui fait 1m88 derrière, à côté de ça ils ont deux centraux, c'est Grady et Medina qui doivent faire 1,81, 1,82. Moi je fais 1,76, 5 cm, c'est ça. Donc en fait on rajoute ça à moi. Voilà, mais ils compensent avec d'autres choses, avec des joueurs de ballon, ils compensent. Au milieu de terrain, Napalis Mendy, il doit faire 1m70 max, ou je sais pas, Adrien Thomasson, il y a Neil El Ananaoui qui était à Nancy, mais qui est un peu plus grand. Mais là-dedans, c'est très fort, et techniquement, c'est très fort. Voilà, devant, il a Eli Wahi, il a Wesley Saïd, c'est des mecs, ils sont comme moi en taille. Et donc, je suis content de ça, parce que ça veut dire que les mecs, ils ont fait la Ligue des Champions, ils ont battu Arsenal avec ces joueurs-là. Et donc, je me dis que je suis pas si déconnant dans ma façon de penser qu'à un moment donné, il faut prendre aussi des joueurs de foot et puis que les joueurs de foot puissent un peu régaler les gens et puis se régaler eux-mêmes. Si on prend un exemple de Louza, je connaissais pas Louza, sincèrement, je connaissais de nom, mais j'avais pas vu jouer. Louza, on parle de lui à Metz et à Lorient. Il décide d'aller à Lorient. Moi, je dis comment le mec il peut aller à Lorient? Parce qu'à Lorient, tu joues plus au ballon. C'est pas possible. Mais quand je vois Lorient jouer contre Metz, au milieu de terrain à Bergel et tout petit, l'autre là-bas, mais ça joue. Et lui, il le sait, tu vois, il vient pour se relancer, il se dit je vais aller dans une équipe où je vais toucher la balle plutôt que dans une équipe où je vais défendre. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Voilà, là, Louza, il est associé il arrive à Metz, à Lamine Camara, c'est bien, à Georges Mikotadze, c'est bien, ok. Et tu vas faire que défendre, tu vas toucher 3 ballons dans le match, Louza, ça lui plaît pas. Ça lui plaît pas. Mais ça n'est pas une critique, ce que je dis, c'est un choix. Et ce que j'ai dit à l'entraîneur de Lens, je lui dis moi aujourd'hui, si je suis jeune de Metz, je suis au centre de formation là, je suis persuadé que je joue jamais à Metz. Parce qu'ils ont décidé autre chose et ça se critique pas. Mais je suis persuadé que je joue jamais. Et pourtant, pour les gens qui me connaissent, je suis vraiment pas prétentieux, bien au contraire, j'ai bien même plus tendance à me taper sur la gueule que me la raconter. Je pense sincèrement que je suis beaucoup plus fort que certains joueurs qui jouent au FC Metz actuellement. Mais je ne serais pas sorti, je pense pas. Tu penses que tu ne serais pas passé pro? Je pense pas. Mais quand on voit le profil, Endoram, Jean-Jacques Danley, le profil du milieu de terrain, ça n'a rien à voir avec moi. Lamine Camara, qui lui est extraordinaire. Lui, dans les qualités, ça peut peut-être se rapprocher de ce que moi je peux produire, mais lui beaucoup plus fort que moi. Et il a aussi le côté athlétique quand même. Mais parce que lui, ça fait partie des phénomènes de génération foot. Voilà, et ces joueurs-là, j'ai pas leur niveau. Moi, quand je parlais de Louis Saha, j'ai pas son niveau à Louis Saha. Donc quand Louis reprend avec les pros, moi en dessous, c'est logique. Ouais, c'est logique. Par contre, dans ma tête, il faut que moi aussi j'y arrive. Voilà. Et je lui disais à l'entraîneur de Lens, par contre, mes qualités à moi, dans votre effectif à vous Lensois, peut-être que vous m'auriez fait jouer. Peut-être. Voilà, parce que c'est plus votre style, tout ça. Mais ça se critique pas, c'est un choix. C'est un choix qui a été fait. C'est pas un choix que moi j'aime,
mais c'est un choix qui a été fait, c'est comme ça. Pour en revenir à ton parcours, quand Metz redescend en Ligue 2, tu décides Enfin, tu pars à Caen. Comment ça se fait ce départ-là? Pourquoi tu pars et Alors, pourquoi Caen? alors, je vous explique. Euh, Cette année-là, saison très compliquée 2005-2006. Donc saison très compliquée. Dans la saison très compliquée, il y a une affaire de match truqué avec le match de Lyon. Où là, les journalistes ils sont venus même jusque sur le parking du stade en me disant Greg, on sait que c'est toi qui as été appelé, mais tu as refusé tout ça, donc c'est tout à ton honneur, tout ça. Et j'ai dit, je te dirai jamais quelque chose, même si c'est tout à mon honneur, qui s'est pas passé. Et donc non, j'ai pas été appelé. Donc il y a ça. Donc ma photo dans les journaux, ça dure un moment dans l'équipe avec des pages, ça parle partout. Ma mère, mes parents qui sont à Paris, qui travaillent, les gens, c'est ton fils là, c'est ton fils ici, voilà. Parce que les gens qui sont touchés par ça, c'est pas toi-même, c'est ton entourage qui est touché par ça, d'accord? J'ai raconté ça, je vais essayer de pas verser ma larme parce que j'ai raconté ça une fois à mes joueurs et j'ai pleuré. Quand la police t'appelle sur ton téléphone fixe, tu vois, parce qu'ils appellent sur le téléphone fixe, et que ton fils de 3 ans, quand il entend le message que je suis convoqué à la police pour l'enquête, que ton fils de 3 ans vient te dire papa tu vas aller en prison, ouais, ça touche. Donc voilà, il y a ça. Après, il y a eu une saison de merde qu'on a fait, c'était vraiment pas bien. D'ailleurs, cette histoire, elle s'est terminée à la fin avec un article comme ça dans l'équipe en disant, en fin de compte, l'FC Metz n'a rien fait, personne n'a été appelé, parce que la police a donné son jugement, a dit non, mais on a fait toutes les vérifications, personne n'a été appelé. Donc ça, c'est un truc qui est sorti je ne sais d'où. Et donc, il y a eu des pages énormes pendant X mois, et à la fin, il y a un petit truc comme ça pour dire non, en fin de compte, ces mecs-là, un truc que tu vois même pas dans le journal. Donc moi, mes parents, ils ont souffert, mes enfants, ils ont souffert. Et moi, je souffrais par rapport à ça. En plus de ça, tu as eu la saison de merde qu'on fait, où on est catastrophique. Pourtant, on a une très belle équipe sur le papier, où on est catastrophique et on descend. Et puis, il y a les supporters de la Horda qui n'étaient pas contents et que moi, j'ai répondu à ces gens-là et que j'aurais pas dû faire d'ailleurs, parce que c'était légitime qu'ils soient pas contents. Et qu'à un moment donné, il y a eu ils sont venus sur le terrain, au centre d'entraînement. Heureusement, il ne s'est rien passé, on a discuté, il n'y a pas de problème. Et ils ont cru que j'avais fait un geste que j'ai pas fait, mais ils l'ont cru. Bon, bref, c'est que on croit que, mais ça s'est pas passé. Et en fin de compte, c'était débile en fait. C'était débile parce que c'est légitime qu'ils soient pas contents, parce que c'est mon métier, parce que je dois pas répondre, parce que c'est comme ça, c'est comme ça. Ça, plus ça, plus ça, plus ça, on descend. Et puis, juste après ça, une autre anecdote, je vais avec ma femme et mes enfants, on va chercher des pizzas. Et puis, on tombe sur 3 gars, et il y en a un qui me dit « Ah Greg, ça serait bien que tu restes à Metz, et j'étais fin de contrat. » Et puis, les 2 autres commencent à m'insulter et tout ça. Et puis, je suis là avec mes enfants, et puis je dis « Bon, je vais rester là, je vais attendre qu'ils terminent de m'insulter. » Et puis quand ça s'est terminé, ils sont partis, voilà, mes enfants dans la voiture, ma femme, pas bougé, ok, très bien. Et en fin de compte, à ce moment-là, j'étais fin de contrat, donc forcément mon agent il cherchait des trucs. Il y avait Lorient qui montait en Ligue 1, parce qu'ils avaient battu Caen justement, et ils montaient en Ligue 1. Et en fin de compte, j'ai eu, je sais pas comment je peux dire ça comme ça, cette peur de la Ligue 1, et en fin de compte, je devais aller à Guingamp à la base. Mais Guingamp, après c'était une histoire financière. T'avais que l'Ouest. Lorient, Guingamp, quoi. C'est vrai, t'as raison. Et puis après, quand m'a appelé, quand a pas perdu de temps, m'a fait une proposition que j'ai même pas négociée d'ailleurs. Je dis ok, il n'y a pas de problème, machin. C'était la Ligue 2, c'était un club Ligue 2, mais avec des ambitions de remonter. Donc moi, ça m'allait bien. En fait, je voulais que les journalistes, ils me laissent tranquille. En fait, je voulais plus voir les journalistes. J'ai tellement souffert cette année-là par rapport à ces matchs truqués qui n'existaient même pas. Parce qu'on a perdu 4-0 contre Lyon à l'aller, 4-0 contre Lyon au retour, contre une équipe qui a été 7 fois championne de France, qui malmenait tout le monde. On était derniers, ils étaient premiers. J'ai pas non plus. Voilà, bref. Voilà, j'ai décidé. Le président Molinari, il me dit Greg, voilà, nous on veut te faire prolonger parce que le président c'est quelqu'un avec qui je m'entends très bien, parce que aussi c'est très bien que je suis attaché à ce club. Et je lui dis président, je suis désolé, mais j'ai vraiment besoin de partir. À ce moment-là, avec la Roda, ça allait pas. Parce que pour ça, c'est de nouveau très bien maintenant. Parce qu'il y a eu autre chose qui s'est passé par la suite, qu'on va sûrement pas parler d'ailleurs. Et donc voilà, j'ai dit président, j'ai juste besoin voir autre chose, d'évacuer et
et je veux plus aller en Ligue 1. Bon, Metz est descendu en Ligue 2, donc c'était bien. Je dis, je veux pas aller en Ligue 1. J'ai trop souffert. Et puis quand je vais à Caen, d'ailleurs, ça se passe très bien à Caen. Hein. Ça se passe très bien à Caen. On monte. Et à la fin de la saison, donc super content de remonter parce que c'était le projet. Descends en Ligue 2 un an, va dans un club qui peut remonter pour repartir en Ligue 1. Parce que mon objectif, c'était quand même pas de rejouer ma vie en Ligue 2. C'était juste de faire peut-être un petit break avec tout ce qui est image, voilà, toutes ces choses-là. Et d'ailleurs, Metz a fini champion cette année-là, et nous, on a fini deuxième. Mais comment le retour à Metz? T'as joué, t'étais là quand Ouais, j'étais nul. J'étais nul. T'as fait exprès? Non, j'ai pas fait exprès. C'est qu'en fin de compte, j'étais tellement content de revenir à Metz que ma préparation de match, elle a pas été bonne parce que j'ai pas réussi à dormir en fait. J'ai pas réussi à dormir, la sieste, et donc en fin de compte, je suis arrivé au match, j'ai été nul, on a perdu, Metz nous a maltraités, parce que nous on était une équipe très joueuse, ils nous ont pressés, ils ont mis de l'impact et tout ça. Ils méritent totalement cette année-là d'être champions. Mais par contre, nous, je pense qu'on était la meilleure équipe dans le jeu. Dans le jeu, ouais. Voilà. Mais Metz a été beaucoup plus fort que nous. Mais c'est un peu les mêmes problèmes qu'il y a maintenant. On peut trouver des équipes en Ligue 2 qui jouent très bien, mais qui ne terminent pas premier. Metz arrive premier en Ligue 2. Ils jouent sur la force en 2018, 2018-2019, quand ils sont premiers. Ils jouent sur la force et sur Habib Diallo. Voilà, derrière, une défense Sun Tzu Boy. C'est pas joueur ça, il n'y a rien dans le jeu. Sauf que quand tu arrives en Ligue 1, tu es obligé de te séparer de Sun Tzu parce que tu peux pas jouer avec Sun Tzu en Ligue 1. C'est pas jouable. C'est pas jouable. Et ça, je l'avais dit à Philippe Gaillot. Je dis, Philippe, pour moi, il est pas bon. Il m'a dit, si. Et au bout de un mois, ils ont dû le sortir. Problème de genou, je sais pas quoi. Mais ils se sont rendus compte aussi que tu peux pas jouer avec Sun Tzu en Ligue 1. C'est pas possible. Tu as des petits Gamero, des petits Ben Yedder, ils vont le maltraiter. Rien que sur des appels de balles. Gamero, il est extraordinaire sur les appels de balles. Il est comme moi, mais les appels de balles, c'est magique ce qu'il fait. Sun Tzu ne peut pas suivre. C'est injouable. C'est là où ce que tu disais tout à l'heure, la différence entre la Ligue 2 et la Ligue 1, tu vois. Ouais. Les joueurs, ça va suffire pour la Ligue 2, mais... La Ligue 2, tu mets de la force, de la puissance. Tu vas t'en sortir, tu vas être bon, tu vas monter, et ils ont fini premier. Ligue 1, tu mets que de la force et de la puissance, tu n'y arriveras pas. Enfin, c'est mon avis, et c'est un constat que je fais, que je peux me tromper, mais en l'occurrence, le constat que je fais là, sur le FC Metz, si tu mets que de la force, de la puissance, comme Metz veut faire, en soi, tu peux pas. Et c'est pour ça qu'à mon avis, ils ont dit, il faut qu'on trouve un meneur de jeu, et donc ils ont commencé à parler de Louza, j'ai entendu parler de Miré, j'ai entendu parler de tous des... Parce que peut-être que maintenant, ils comprennent qu'en Ligue 1, il faut peut-être aussi des joueurs qui jouent, qui puissent garder le ballon, parce que si tu gardes pas le ballon, en Ligue 1, tu vas le prendre, le but. Et faire le lien aussi entre... Parce que si tu as Mikotadze devant, mais que tu n'as personne entre la défense et Mikotadze, il te sert à rien. L'année dernière, Pierre Drey aussi, il dit un truc. Alors, ils vont jouer où? C'est peut-être à Nîmes ou à Pau, peut-être à Pau. Ils vont jouer à un endroit et en fin de compte, ils gagnent. But de Mikotadze encore, qui fait des miracles. Et il y a une sortie de Pierre Drey aussi dans les journaux qui dit qu'en fin de compte, l'animation offensive, elle n'est pas bonne. Parce que le lien, il n'est pas bon entre les milieux et Mikotadze. Et puis j'ai la chance une semaine après, peut-être, c'est l'anniversaire de Carlo Molinari, 90 ans. Et donc moi je suis invité, je dis oui, je viens. Et en fin de compte, quand je viens, je suis à la table de Pierre Drey aussi. Donc peut-être que Carlo avait fait exprès pour qu'on ait des liens, parce que je ne connais pas spécialement, Pierre Drey aussi, je ne connaissais pas. Et puis on a commencé à discuter, et c'est une personne que j'apprécie beaucoup, parce qu'il a des bonnes idées, je trouve. Et puis je lui dis, Pierre, si je peux vous parler de ça, ce que vous avez dit, je suis totalement d'accord avec vous. Parce qu'en fait, Mikotadze, c'est... Quand on regarde la saison de l'année dernière, ça part très très mal. Il y a eu ce problème avec Guingamp. Bon, ok, ça c'est un match à oublier. Mais voilà, moi j'ai été assez confiant. Pourquoi? Parce qu'on avait vécu ça aussi en Ligue 2. On était 15e à la 13e journée. Et donc eux, ils étaient aussi 15e à un moment donné, et pas loin de la 13e journée. Et j'ai dit, nous, on était montés. Dernier match, on était montés. Et donc, ce qu'ils ont fait aussi. Sauf que nous, on avait, dans le jeu, déjà, on avait beaucoup plus de personnes qui sortaient du centre de formation. On était beaucoup de monde. Donc, dans l'identité club, et déjà, les gens, ils s'identifiaient à nous. Et en plus de ça, on savait que nous, on allait à la guerre pour cette équipe. Parce que nous, on était prêts, c'est un peu un terme fort, mais t'es prêt à crever pour ce FC Metz. Nous, quand tu regardes les vétérans, on est encore combien d'anciens pros dans les vétérans maintenant? Et on joue jeudi, on joue dimanche. Juste parce qu'on veut mettre la tenue du FC Metz avec le logo, on est content, tu vois. Et je lui dis à Pierre Drey aussi, je lui dis, mais
y a pas de jeu en fait. Et tu as totalement raison dans de ce que tu dis, non, je les vous voyez, dans ce que vous dites. Et vous avez totalement raison parce que, en fait, c'est Georges c'est l'arbre qui cache la forêt. Parce que Georges, il a fait des miracles l'année dernière. Il a fait des miracles. Et il y a Georges, il y a eu Ablaye, Mathieu Hudol qui a ramené des centres. Et après, et le reste. Le jour où les trois là ne pouvaient pas être performants, donc Georges, s'il y avait une équipe qui avait réussi à le maintenir, Ablaye, si tu arrives à gérer son truc et si tu arrives à empêcher les centres de Hudol qui a mis beaucoup de centres et qui est très performant là-dessus, tu fais comment après avec les milieux de terrain pour t'amener des ballons? Quel milieu de terrain va pouvoir amener des ballons à Georges? Maziz? J'ai oublié Maziz, pardon, j'ai oublié Maziz. Donc ça fait 4 joueurs. 4 joueurs. Mais qui d'autre à ce moment-là, l'année dernière, pouvait amener des ballons à Georges pour qu'il marque ou qui d'autre pouvait marquer? Jean-Jacques Danel a mis un but de 35 mètres, mais c'est bon, ça arrive une fois tous les 1000 ans. Non mais tu vois, c'est Improbable. je suis peut-être dur, je suis désolé, c'est pas ça le truc, c'est que c'est ma vision des choses. Et là, à ce moment-là, si tu avais ramené, je parlais avec un agent ce matin, je te dis voilà, on discute comme ça. Hein. Je parlais avec un agent ce matin, c'est l'agent de Gauthier. Gauthier, je l'ai eu, moi, il jouait en R1 avec moi, ici. Les pros ne voulaient pas le faire jouer. Et quand il jouait en pro, je me rappelle Monaco, il avait été très bon. Lyon, il avait marqué à l'époque quand le match a été annulé. Mais Gauthier, comment un entraîneur ne peut pas aimer ce joueur? Tu vois ce que je veux dire? Et Gauthier aujourd'hui, là j'ai entendu l'année dernière que Metz voulait remettre 1,5 million sur Gauthier. Mais dans l'idée, ils ont totalement raison. Mais il fallait le garder plutôt. Mais pourquoi tu veux? Parce que un entraîneur a dit non, moi je veux pas d'un petit comme ça. Sauf que le petit comme ça, il est capable de te faire des différences. Regarde à Auxerre. Enfin, je sais pas. Après, c'est des visions d'entraîneur. C'est ma vision. Ça veut pas dire que j'ai raison. Ça veut pas dire que j'ai raison. Mais des joueurs, il faut dans le foot un peu de joueur de ballon. Enfin, c'est ma vision. Je suis assez d'accord avec toi. De ton côté, quand on finit là sur ton parcours de joueur, il y a ce passage en Turquie qui se passe pas très bien, où tu fais l'aller-retour. Ouais, j'aurais dû y rester. Ouais, pourquoi? Parce que la vie là-bas était belle. J'étais à Antalya. Parce que quand je suis revenu en France, j'ai eu contrôle fiscal, contrôle des douanes. Parce que quand tu reviens de Turquie, ça. Donc voilà, ça a duré très longtemps. Et parce que je pense que j'aurais fini par retrouver mon niveau. Mais j'ai pas été bon là-bas. J'ai pas été bon. Pour ça, t'as pas beaucoup joué là. J'ai pas beaucoup joué. J'ai été très performant quand on jouait en préparation, mais pas contre des Turcs. Et quand je suis rentré dans le championnat turc, en fait là-bas, ils m'ont dit, on t'a pris pour que tu gères le milieu de terrain. Donc la langue, je parlais les mots footballistiques, droite, gauche, devant, derrière, revient, ces choses-là, ça va. Mais c'est vrai que tu as peut-être plus besoin, un peu plus de choses aussi pour parler la langue. Les Turcs ne parlent pas tous anglais. Moi, je suis un anglais français. Donc c'est l'anglais du français de base, en fait. C'est pas un anglais extraordinaire. Et eux, ils m'ont dit, mais ici, on leur apprend à faire la guerre et courir. Sauf que dans le football, on en revient un peu ce qui se passe. Dans le football, il n'y a pas que la guerre et courir. Et voilà, mais je pense que j'aurais dû rester, m'accrocher. Et je pense que j'aurais fini par rejouer parce que d'ailleurs, il y a un match, j'étais passé remplaçant, il y a un match, je suis revenu titulaire, j'étais très bon. Et je suis ressorti. Les gens n'ont pas compris pourquoi j'étais ressorti, mais je suis ressorti. Après, ça, c'est des choses d'entraîneur, ça ne se discute pas. Et puis voilà. Donc ça n'a pas duré longtemps. Mais cette année-là, je devais revenir à Metz en fait. Ah ouais. Mois de janvier. Au final, tu reviens à quand Mois de janvier, je devais revenir à Metz, mais le truc qu'il y a eu, c'est que je rencontre le 11 décembre, moi, c'est mon anniversaire, c'est le 10, donc je suis rentré le 10 de Turquie. Le 11, j'ai rencontré Bernard Serin et Joël Muller. Et puis on s'était mis d'accord dans la communication, quand ils me demandaient qu'est-ce que tu veux, j'avais dit moi je veux 3 ans plus une reconversion. Le président Bernard Serin m'avait dit reconversion, compliqué de te le promettre. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci, je l'entends. Et j'ai dit bah alors 3 ans, donc ça faisait 2 ans et demi puisque on était à la moitié. Il m'avait dit bon ok, on part sur ça. Et il me dit si on descend national, parce que Metz était 19e de national, de Ligue 2. Il me dit si on descend national, j'ai dit bah, le problème c'est mon club, je reste en national, j'ai pas de souci avec ça moi. Et puis ok d'accord, et au niveau finance, je dis finance, prenez pas la tête, moi je parle pas de finance.
Vous voyez, avec mon agent, les finances, j'en parle pas. Et puis en fin de compte, lundi, mon agent m'appelle, il me dit Greg, il te propose 6 mois. Ben, je dis, je sais pas, il y a 2 jours, c'était 2 ans et demi, maintenant c'est 6 mois. Il me dit, ouais, il te propose 6 mois. Mais donc je pense pas que ça soit Bernard Serin qui ait dit ça, parce que je pense pas, parce que j'ai de très belles relations avec Bernard Serin, bah, avec tout le monde d'ailleurs, même avec Joël Muller, mais à ce moment-là, on m'avait proposé 6 mois. Et je leur avais dit, attention, parce que là, après l'entretien, je vais à Caen, il y a Franck Dumas qui veut que je revienne à Caen, donc je vais à Caen, je vais les voir. Ouais, c'est bon, pas de problème. Après, mais je connais un petit peu, ça part toujours très très bas, et puis tu augmentes un petit peu, et puis à l'arrivée. Sauf que là, au bout de 3 semaines, ou 2 semaines, il y avait toujours pas d'amélioration là-dessus. Peut-être la crainte de descendre et de dire on va payer un mec, je sais pas. De l'autre côté, il y a le capitaine qui faisait tout pour que je revienne. Et puis Franck Dumas qui m'a fait une proposition aussi, qui était de 6 mois plus 1 an, mais je connaissais Caen. Caen, c'était différent. Metz, ils avaient tendance à essayer de partir bas pour augmenter, et puis à l'arrivée, ça prenait 2-3 semaines. Quand moi, ils m'avaient proposé direct un truc, j'avais même pas négocié au départ. Quand ils m'ont dit, nous, si on propose, c'est qu'on peut faire, sinon on propose pas. On commence pas à essayer de gratter. Et donc là, Franck m'a proposé un truc, 6 mois plus 1 an si on se maintenait en Ligue 1. Et donc voilà, donc comme j'avais un peu mal pris la chose de Metz, donc j'avais demandé à... Et d'ailleurs, quand Bernard Serin, j'ai envoyé un message à Bernard Serin, et quand Bernard Serin a repris l'affaire, Bernard Serin, lui, avait tout de suite, non, mais Greg, ok, on te propose ça, il n'y a pas de problème, machin. Il avait réagi, parce qu'il est réactif quand même. C'est pour ça, quand j'entends des choses sur Bernard Serin, c'est quand même un monsieur qu'il faut respecter, parce qu'il a fait beaucoup pour le club, et il a mis beaucoup de son argent et de son temps, et c'est quelqu'un de bien, je pense. Et là, j'avais demandé à ma femme de l'époque, tu préfères quoi? Je dis, ouais, je préfère retourner à Caen, mon capitaine s'était arraché pour que je revienne. Et puis moi, j'avais pas trop apprécié le petit truc là. Et donc j'avais dit, ok, on va à Caen. Donc on avait eu un petit froid avec Bernard Serin pendant 1 an. Et une fois, l'année d'après, je reçois le message. Donc nous, on se maintient avec Caen en Ligue 1. Et Metz se maintient en Ligue 2 parce que Duhamel est arrivé, tout ça, ils ont marqué. Et l'année d'après, en Ligue 1, quand moi je suis encore en Ligue 1, où nous, là, avec Caen, on va descendre l'année d'après, et Metz descend. Et je me rappelle, c'était. Donc pendant 1 an avec Bernard Serin, on ne s'était pas eu au téléphone, rien. Et je me rappelle, donc ils vont jouer dans le sud, c'était quoi ça? C'était quoi dans le sud où ils vont jouer, où ils perdent? Ouais, je l'ai plus, bref. Ils perdent là-bas et en fin de compte, ils doivent jouer le dernier match contre Tours et il faut marquer 10 buts. Bon. Donc, et donc, avant le match de Tours, nous, on est à mise au vert avec Caen et je reçois un message de Bernard Serin. Il n'avait pas encore terminé le championnat, mais bon. Et qui me marque, est-ce que tu crois que les supporters et les collectivités vont me suivre en national? Et là, je lui réponds, on s'était pas parlé, hein. Et là, je lui réponds, si vous voulez les supporters, je m'en occupe. Parce que j'étais bien pas avec Lorda, mais avec la génération Grenat. J'ai dit, si vous voulez les supporters, je m'en occupe. Et les collectivités, j'y connais rien, donc je peux pas vous dire. Voilà, ils descendent, nous aussi on descend, j'ai plus de contrat, le capitaine veut que je reste, le capitaine qui est Nico Sub, qui est maintenant entraîneur, dit au président, qui avait signé 3 ans, dit au président, retire-moi 1 an, donne un an à Greg pour que Greg y reste. C'est beau ça. C'est très beau. Mais le président, il a dit, le problème que j'ai, Nico, c'est que j'étais là quand il lui a dit, le problème que j'ai, c'est que je vais avoir vos 2 salaires sur la même année. Et c'est ça qu'on peut pas faire. Moi, te mettre 2 ans et 1 an à Greg, ça me dérange pas. Mais les 2 salaires, ils vont apparaître la même année, sur le même exercice. Et ça, je pourrais pas le faire. Et donc voilà, après Patrice Garand est arrivé. Patrice a voulu prendre Laurent Aguazi. Voilà, il m'a dit, Greg, je veux prendre Laurent. Je dis, pas de problème. Il m'a dit, j'ai Nico Sub, qui a signé 3 ans, j'étais pas au courant. Je dis, pas de problème. Et après, il m'a parlé de 2 jeunes. J'ai dit, écoute, Pat, je dis, moi, avec tout le respect que j'ai pour toi, t'as les 2 jeunes qui sont là. Tu me parles de Laurent, tu me parles de Nico, ok, les 2 jeunes, je suis 10 fois plus fort qu'eux. Je dis, mais je comprends parce qu'ils sont là. J'ai pas de problème avec ça, Pat. Et donc, j'avais plus de contrat et donc après, il y a la fameuse année, le retour en national, quoi. C'était comment cette saison-là? Il y avait une génération de jeunes aussi Alors, il y a beaucoup de jeunes qui ont joué cette année-là, forcément, parce que c'était compliqué. Alors, je me rappelle cette saison-là, déjà, moi, j'ai pas de contrat, mais tarde un peu à m'appeler. Dominique D'Onofrio doit m'appeler. Albert Cartier me dit, Dominique va t'appeler. Je dis, ok. Je dis, mais dépêche-toi, Albert, parce que la reprise, elle est vite et je veux reprendre avec eux. Et Dominique, il m'appelle, donc on devait reprendre le lundi, je crois. Dominique m'appelle le vendredi. Et il me dit, extraordinaire le monsieur. Il me dit, Greg, je t'appelle juste pour te dire que je t'appelle lundi.
Je dis, bon, ok, mais lundi, c'est la reprise. Et il me dit ça. Et je dis, bon, ok. Donc, moi, je pars tout seul faire mes courses. Enfin, j'essaye de m'entretenir. Et donc, lundi, il m'appelle. Ça prend une semaine. Et donc, j'ai raté une semaine d'entraînement. Mais bon, mon objectif était d'arriver à Metz quand même. Et ce jour-là, en fait, quand on reprend, moi, je suis chez moi en train de nettoyer mon garage. Et mon ex-femme qui me dit, qui est là assise, qui est presque en train de pleurer, qui me dit, tu te rends compte que les autres ils sont à l'entraînement et toi, tu es en train de nettoyer un garage. Et j'ai dit, mais c'est pas grave, il y a Metz. Je suis revenu à Metz, j'arrive ici, donc elle allait rester à Caen avec les enfants parce que j'avais signé 1 an plus 1 an, mais je sais pas comment que ça se passe. Donc j'arrive ici, j'arrive pour aller en stage, on est à Amnéville et on fait le stage à Romba. Et moi, en fait, j'arrive directement pour le stage. Et je passe un jour, je la rappelle, je dis, qu'est-ce que je fous là en fait? Je lui dis ça, je dis, qu'est-ce que je fous là? Les jeunes, ils sont tous en train de s'insulter, c'était un truc de fou quoi en fait. Et puis au fur et à mesure du temps, entre ce que Albert disait d'une manière et que moi je disais à l'intérieur d'une autre manière, mais la même chose, Albert a réussi à mettre du lien là-dedans, entre les vieux, moi j'étais beaucoup plus vieux qu'eux, les jeunes, et puis aussi faire en sorte que ces jeunes ils suivent l'entraîneur. Et en fait, après, ça a été extraordinaire. Mais ça, moi, j'ai dit qu'est-ce que je fous là? Ça a duré une semaine. Je savais pas ce que je foutais là parce que j'étais pas du tout comme ça. Et après, hop, les mecs, ils ont commencé à me connaître aussi. Et puis après, on a eu de très très belles relations avec 90% des joueurs. Des très belles relations. D'ailleurs, quand on se voit encore, ils sont contents de me voir. Pourtant, j'ai 10 ans de plus qu'eux, 10-12 ans de plus qu'eux. Et donc, c'était très bien. Et puis, on a fait une très très belle saison. Très dure parce que quand on y repense avec Albert, on a pris énormément de risques. Tu reviens en national dans une équipe, si ça tourne pas, ton club il est mort parce qu'il fallait absolument remonter. Bernard Serin a mis beaucoup d'argent de sa poche justement pour que cette année-là on puisse avoir des conditions et que les salaires soient payés. C'est pour ça que il fait peut-être des bêtises comme tout le monde, mais il faut respecter quand même ce qu'il fait et ce qu'il a fait. Et il faut pas l'oublier surtout, parce que c'est quelqu'un qui a mis beaucoup d'argent, beaucoup de temps et beaucoup de passion dans ce qu'il a fait. Et donc cette année-là, on remonte. Moi, ça devient compliqué. Et puis de l'autre côté, à Caen, il me demande, l'entraîneur principal, de venir prendre la réserve. Mon fils passe en 6e, donc changement d'école, un peu peur de la grande école, tout ça. Donc j'en parle à Albert. Albert me dit OK, j'en parle au président, OK, je retourne à Caen. Je change de voie, je change de métier. Je donne le nom de Sylvain Marchal quand même, pour que Sylvain prenne la relève, en fait. Et d'ailleurs, Sylvain arrive et devient capitaine, machin. Après, il a laissé sa place aussi au fur et à mesure du temps. Et puis voilà, et puis Metz remonte en Ligue 1 directement. Donc c'était vraiment des joueurs extraordinaires. On voit les carrières qu'ils ont fait aussi, ces petits jeunes-là. Et voilà, donc c'était vraiment une bonne période. Et puis c'est là que je me réconcilie avec la Horda. Donc c'est pour ça que je me dis, on va sûrement en arriver. Les gens ont apprécié le fait que j'étais en Ligue 1 2 mois avant et j'ai pas cherché autre chose en fait. Quand on n'a pas voulu de moi, pas de problème. Dans ces cas-là, je cherche même pas. Je veux aller dans le club que j'aime. Et donc en plus c'est Albert qui arrivait. Le club a accepté que je revienne aussi. Ça, je pense, calmer un peu les supporters. Le fait de descendre en national, mais que tu ramènes quand même un mec qui était en Ligue 1, qui est amoureux du club. Tu vois quand même, il y a des joueurs qui sont amoureux du club. Quand je suis arrivé, par contre, j'ai pas apprécié qu'il y a des joueurs qui ont critiqué et qui ont voulu repartir du club. Parce que les mecs, moi, je joue pas en Ligue 1, je joue pas en national, je joue pas assis. Pourquoi tu joues pas? C'est toi qui les as fait descendre. Pourquoi tu veux pas jouer en national, toi? Et voilà, j'avais vu un article de Johan Bech, pour pas le citer. Quand il me dit ça, Johan Bech, t'es sérieux quoi? T'es à Metz, tu fais descendre le club et tu me dis je veux pas jouer en national. Mais arrête tes conneries, moi je suis en Ligue 1, je vais y jouer en national. Parce que c'est Metz, je vais y jouer. Et je suis redescendu et j'ai pas été bon dans la saison. J'ai pas fait la meilleure saison de ma vie, loin de là. Les jeunes, ils ont été très très bons, beaucoup plus forts que moi. Sauf que je les ai tenus, je les ai guidés. Voilà, je les ai guidés avec Albert, on les a guidés. En fait, il y avait un mec comme moi, comme Bruno Cirillo qui était là. Et les mecs, ils se sont appuyés sur nous pour eux déclencher quelque chose dans leur vie. Voilà. Et c'est pour ça, quand aujourd'hui, je vois aussi, on en revient au FC Metz aujourd'hui, Traoré, c'est pas le meilleur joueur. Mais quand j'entends qu'on veut sortir Traoré l'année prochaine pour
parce que il a aucune capacité de revente. Ben non, il n'a pas de capacité de revente. Et c'est pas pour ça que tu le prends. Mais peut-être que tu es Lamine Camara, peut-être que tu es Arthur Atta, peut-être que grâce à lui, si tu en avais peut-être un ou deux en plus comme ça à l'intérieur, peut-être que grâce à eux, ces mecs-là, ils valent pas Lamine Camara, ils vaut pas 10 millions. Peut-être qu'il reste en Ligue 1, il refait une saison en Ligue 1 extraordinaire, peut-être que tu le vends 25 millions. Je dis une connerie, je connais pas les chiffres. Mais tu as besoin de personnes comme moi j'ai fait à l'époque, comme Bruno Cirillo a pu faire, pour que les jeunes à côté, ils puissent ne pas être perdus, ils puissent s'appuyer sur quelqu'un avec, en plus, moi, des valeurs du club et tout ça, de la région, même si je suis parisien à la base, mais cette région, le film du FC Metz, je l'ai vu, enfin, je la connais l'histoire. Et c'est fou d'être autant, là, dans ton cas, tu vois, t'es super attaché au club alors qu'à la base, t'es de la région parisienne, tu vois. Ça, c'est quand même... Mais parce que je me suis reconnu dans les valeurs de la région, je me suis reconnu dans les valeurs du club, je me suis identifié à ça. Aujourd'hui, je pense que beaucoup de gens ne s'identifient pas. Et je t'avoue que moi, je ne m'identifie pas à cette équipe. Voilà. Je ne parle pas du club, je parle de cette équipe. Le club, quelles que soient les erreurs qu'on peut commettre, les choix qu'on peut faire, je serai toujours amoureux de ce club. Voilà. Maintenant, il faut aussi penser... C'est là le rôle de Bernard Serin qui est difficile, très compliqué son rôle. Et c'est pour ça que je ne jette pas la pierre, parce que tu as les finances à gérer et à bien gérer. Tu as l'argent à faire rentrer, donc c'est dans les finances. Tu as pris Génération Foot, tu payes Génération Foot, c'est pour qu'à un moment donné aussi, tu aies un retour sur investissement. Il les a, de Génération Foot. Pour moi, c'est trop. Parce que pour moi, il y a des joueurs qui sont à Metz ou à Serein qui ne devraient pas y être de Génération Foot. Pour moi, c'est trop. Par contre, ramener certains joueurs comme Lamine Camara, ces mecs-là, oui, parce que ces mecs-là, ils sont extraordinaires. Donc, le projet Génération Foot, c'est là qu'il devient intéressant. Donc, tout l'argent que tu mets... C'est un sur combien aussi à chaque fois, tu vois, c'est ça le truc. Mais si tu en as un tous les 2 ans, c'est bien. Et tu les as, parce que Génération Foot, ils ont... En Afrique, en fait, au Sénégal, t'as tellement une bonne cote de Génération Foot qu'en fin de compte, t'as les meilleurs joueurs du Sénégal. Mais parce qu'ils savent que derrière, ils peuvent... En fait, t'as un choix à faire, tu regardes, tu prends le joueur, ils sont peut-être 2 avec Djamba, ou il y a peut-être il y a peut-être un autre, ils sont peut-être 3 sur un pays entier. En France, il y a 40 centres de formation. FC Metz, t'as les meilleurs joueurs, centre de formation. T'as Miré, parce qu'il était au Luxembourg, ok. T'as qui? Louis Saha, qui faisait partie peut-être des bons, des très bons. De région parisienne, ouais, mais tu peux peut-être l'avoir. T'arrives à un moment donné à en décoter 1 ou 2 parce que les parents, ils sont intelligents, ils n'ont pas besoin d'argent et qui se disent que mon fils, il a peut-être plus de chances à sortir à Metz qu'à Paris Saint-Germain, tu vois. Mais sinon, le reste du truc, t'as du second choix, comme moi je pouvais, ou même du troisième choix, comme moi je pouvais être. T'as que ça. Mais ce troisième choix, deuxième choix, t'as des possibilités de les sortir aussi. Génération Foot, ils ont possibilité de prendre les premiers choix. Quand t'as un Lamine Camara, quand t'as un Pape Matar Sarr, quand t'as un Sadio Mané, qui à l'époque, en plus Sadio, je pense, si je me trompe pas, est arrivé au FC Metz parce qu'il a le droit d'arriver avant. Maintenant, t'as plus le droit d'arriver en dessous de 18 ans. Mais quand t'as ces joueurs-là, est-ce qu'ils ont besoin d'un Greg Proman au centre de formation pour le sortir? Quand t'as Miralem Pjanic qui arrive, est-ce que t'as besoin... Moi, je vais dire quoi, Miré? Je vais dire comment il faut qu'il joue au football? Mais non. Miré, il a juste besoin qu'on l'accompagne, il va sortir tout seul. C'est un phénomène. Maintenant, les autres, qu'est-ce qu'on fait avec les autres? Là où nous, on était important dans notre rôle de formateur, c'est comment faire avec les autres pour les faire sortir. Comment Francis de Tadeo a réussi à nous faire sortir, nous. Voilà. Parce que aussi, à la tête, tu avais Joël Muller qui, lui, avait décidé qu'il y a des jeunes qui allaient sortir. Tu vois? Francis de Tadeo a repris après qui il a repris, Francis? Après Joël Muller. Mais quand Joël était revenu. Oui, Joël Muller était revenu. Voilà. Mais avant, il y a eu Jean Fernandez. Jean Fernandez avait décidé, avec Carlo Molinari, que des jeunes allaient sortir. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent les jeunes. Voilà. Ils n'avaient pas peur de prendre les risques à l'époque-là aussi. Ils ont pas peur. Après, on était peut-être plus mature, j'en sais rien, je sais pas. J'allais te poser la question. Ça, je sais pas. J'ai discuté cette semaine avec un joueur qui était formé au FC Metz et il me disait que lui, il faisait partie de cette génération, donc 90, 91, où c'était vraiment peut-être les derniers joueurs qui étaient matures plus tôt, tu vois.
Je sais pas si toi, toi en plus, tu as entraîné des joueurs des générations après, tu vois, 2000, ces années-là. Est-ce que c'est un avis que tu partages ça? Est-ce que les joueurs aujourd'hui, les jeunes, sont moins matures que vos générations Je, à vous et même la fin des années ouais, 90? je pense, ouais, et je pense que l'évolution de la vie a fait en sorte que ça soit comme ça. Mais c'est le contexte. Réseaux sociaux, PlayStation, téléphone. Donc maintenant, les gens, ils ont plus de lien avec les gens en fait. Ils sont en relation derrière un écran avec les gens, pour beaucoup. Ils ont plus de lien. Quand moi j'arrivais à l'époque, j'étais très très introverti à l'époque et que mon père il disait, tu vas chez le boulanger et tu vas chercher une baguette. Mais pour moi, aller parler à ce monsieur, est-ce que je peux avoir une baguette s'il vous plaît? C'était déjà dur. Mm. Sauf que, vas-y, va parler au monsieur. Va parler au monsieur. Maintenant, la baguette, j'ai exagéré le truc. La baguette, tu cliques sur un écran, le mec, il te la livre. Tu vois ce que tu veux dire? Non, mais tu vois. Tu vas au distributeur. Ouais, tu vas au distributeur, baguettes. tu parles à un distributeur. Non, mais, et tu vois, et le truc, c'est. Je trouve on est beaucoup plus mature. À l'époque, il n'y avait pas tout ce qu'on met autour des joueurs de foot. Mm. Débrouille-toi. Hyper couvé, hyper. Débrouille-toi. Tu vas à l'école, tiens, ton ticket de bus. Ton ticket de bus, tu prends ton bus, tu vas à l'école. T'as pas de bus, tu vas à pied. Et là, au centre de formation à Metz, ils essayent de continuer à le faire. Mais autour de nous, les pros, il y avait quoi? Il y avait quoi? Je suis arrivé, c'était Albert Cartier qui faisait la préparation athlétique. Il n'y avait même pas de préparateur athlétique. C'était Albert Cartier et Metz faisait la Coupe d'Europe tous les ans. Tu vois ce que je veux dire? Alors peut-être qu'on va faire la Coupe d'Europe. Non, c'est pas ça que je dis. C'est que là, l'évolution, elle est bien, je dirais, parce qu'on commence à structurer, mais il faut faire attention comment on structure. Il faut faire attention parce que des fois, trop de monde, c'est trop. Plus tu as de monde, plus tu as de problèmes. Donc si t'arrives pas, si les mecs ensemble, ils sont pas bien, et qu'il y a des histoires de guerre et d'ego, ce que je pense qu'il y a ici au FC Metz actuellement, c'est mon avis, de guerre entre les uns et les autres, des histoires juste d'ego, pense déjà à aimer le club avant de penser à ta situation. Et c'est là que le choix des hommes peut être important, parce que tu mets des hommes qui sont amoureux de ce club, de n'importe quel club. Je te dis pas que le travail va être forcément mieux fait ou qu'il y aura des résultats, c'est pas ça que je dis. C'est que la chose que tu es sûr déjà, c'est qu'il n'y aura pas de guéguerre par rapport à mon image, par exemple. Moi, je veux. Non. Parce que tu es amoureux de ce club. Donc, tu mettras toujours le club avant toi. Et je pense pas que ça soit le cas actuellement. Et toi, justement, est-ce que tu te vois revenir parce que là, toi, tu as fait Caen, Metz, tu es revenu prendre la réserve en R1, vous êtes monté. Ensuite, Deux fois. R1 à N2. Ensuite, tu pars à Serein. Avec deux générations différentes, parce qu'il faut le signaler. Quand on disait qu'à Metz, il n'y avait pas de joueurs, moi, j'avais dit au président, je pense qu'on se trompe sur deux joueurs. Il m'a dit, oui, mais maintenant, c'est trop tard. Le choix, il a été fait par Olivier, vous, il fallait le voir avant. Ok, ce que je peux comprendre. Dans ces deux joueurs, il y avait Clément Akpa qui est à Auxerre, qui est pro à Auxerre, qui joue en Ligue 2. Et il y avait Milan Robin qui est en National. Bon, après. Mais ce que je veux dire, c'est que quand je dis deux générations différentes, ça veut dire que la première année, quand je dis qu'il y avait des bons joueurs à Metz et qu'il fallait peut-être essayer d'ouvrir, M. Antonetti ne voulait pas ouvrir. Il nous l'a dit en pleine gueule, il l'a dit dans la presse, voilà, il ne voulait pas ouvrir. Je me rappelle, voilà. J'étais là. Ok, ouais, bah oui, tu as été un peu pris à partie aussi pour... Non, c'était Angelo, ça. C'était Angelo? Ah, c'est Angelo, c'est exact, c'est Angelo. C'était Angelo, d'ailleurs, c'est Angelo, c'est pas toi, excuse-moi. Et on m'avait dit, oui, mais Greg, t'es en R1. Donc on a trouvé une excuse parce qu'on était en R1. On avait fait 21 victoires, 5 matchs nuls. Invaincu dans toute la saison, 17 points d'avance sur le deuxième, on monte. Et puis il faut y aller en R1, parce que je pense qu'il y en a qui prenaient des coups, il y avait des matchs difficiles aussi. Il y avait Gauthier qui venait, parce qu'Antonetti ne voulait pas. Gauthier, il venait, et c'était régalade. On jouait plutôt bien. Il y a des équipes qui nous ont mis en difficulté, comme Champignon, nous ont mis en difficulté. La PM 2 fois nous ont mis en difficulté, mais on a réussi quand même à faire les choses. Mais on me dit, t'es en R1, c'est normal que tu gagnes. Ok, Nancy est descendu en R1, l'année d'après ils sont remontés avec le Covid, ils étaient deuxièmes quand ils ont remonté, mais comme ils avaient un match en moins, ils ont décidé de basculer Nancy alors qu'ils étaient deuxièmes. Nous on avait fini avec 17 points d'avance. Ok, tu arrives en N3, tu montes avec d'autres joueurs, parce qu'il y en a qui sont partis, il y a des gamins qui montent. Tu montes. Je me dis, ouais mais t'es en N3. Oh putain, il faut aller jusqu'où pour vous faire comprendre qu'il y a des bons joueurs. Tu vois, non mais... Tu vois ce que je veux dire? On trouve toujours une excuse. Et j'avais un gars à Caen qui me disait, Greg,
Quand tu veux tuer ton chien, tu dis qu'il a la rage. Et je ne comprenais pas, cette phrase. Et en fin de compte, je la comprends. Tu veux pas prendre de jeunes, tu trouves des excuses parce que le championnat est bidon. Mais le championnat n'est pas bidon. Tu as fait 2 fois. Et l'année dernière, et l'année d'après, tu es en National 2, avec des gamins, à l'époque, c'était 2002, les plus petits. Donc tu joues avec des petits. Ça se termine, je crois, parce que ça a été coupé avec le Covid, ça se termine, on est 3e, avec 3 points de retard sur le premier et un match en moins. C'est que potentiellement, si tu gagnes ce match, t'es premier. Avec une autre génération encore. Et tu vas me dire que t'as pas de joueurs. Ça fait 3 ans d'affilée où on tourne avec 3 générations différentes. Et tu me dis que t'as pas de joueurs. Puis les mecs qui jouent, il y en a qui jouent ailleurs. Tu vois, tu parles de Clément Akpas, s'il joue à Auxerre, c'est que potentiellement il est pas très loin d'avoir le niveau pour jouer à Metz en équipe première aussi. Pas forcément titulaire, mais tu vois, doublure. En plus, je crois qu'il joue côté gauche, il peut jouer doublure de Mathieu Hudol, par exemple. Moi, j'aimais beaucoup Clément dans une défense à 3, axe gauche, parce qu'il a un gelon à l'opposé très bon, il n'a pas peur de jouer au football. Et je trouvais qu'il s'était amélioré énormément. Voilà. Maintenant, il y avait Clément, il y avait... Il y avait qui à ce moment-là? Mathieu Cashbach qui est parti qui est à Serein, Ryan JJ, ça c'est des 2001. Clément, c'est un quoi lui? 2001, je crois, Clément. Il y avait Milan Robin, c'est je crois un 99. Milan, c'était déjà un peu plus vieux. Mais des fois, il y a des gens qui arrivent plus tard. Et Milan, il m'a réaccéléré tout. Tout est réaccéléré. Le ballon, il arrivait, il réaccélérait. Il pouvait se trouver entre les lignes. Il faisait des passes à 90 extraordinaires. Après, tu avais des gamins comme Maïdine Douane qui rentrait là-dedans. Sonny Perret, des petits gamins 2002 qui arrivaient à ramer. Mais tout ça, c'est des joueurs de ballon. C'est des joueurs de foot. Voilà, et c'est pas des mecs qui vont faire que la guerre. C'est des joueurs de foot. Voilà, c'est ce qu'on aimait et c'est ce qui avait fonctionné. Après, on va me dire, c'était la réserve, la Nationale 3, la Nationale 2. Ok, ça n'a rien à voir avec la Ligue 1, je le sais. Il n'y a pas de problème. Mais pourquoi on veut absolument aller chercher des joueurs ailleurs que peut-être tu as déjà chez toi? Bon, on est de retour, petit souci de matos. Donc on parlait de Serein, des jeunes que tu as côtoyés là-bas. Tu as fini par prendre les rênes de l'équipe première en 2e division belge. Finalement, tu as décidé d'écourter l'aventure. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, d'un commun accord. Le problème relationnel, avec les adjoints, avec beaucoup de monde, et puis les résultats, et puis je pense, c'est toujours le premier fusible, l'entraîneur. Donc, ou le dernier fusible, celui qui peut faire quelque chose. Et en parlant avec la direction, on s'est dit qu'il fallait peut-être tenter quelque chose pour essayer de sauver cette équipe. Il y a quelqu'un qui posait la question sur Twitter, Yann Souf, qui me demandait est-ce que tu as manqué de moyens à Serein justement pour faire quelque chose de mieux? Des moyens, déjà en termes de joueurs, j'avais beaucoup de joueurs qui étaient descendus, donc les joueurs de l'année dernière de D1 à D1B, des joueurs de Metz qui sont descendus de National 2 à National 3, des joueurs de Serein qui sont descendus de D2 amateur à D3 amateur, et on te dit avec ça, il faut que tu arrives à maintenir le club en D1B. Ok, on le tente, il n'y a pas de souci. Je pense qu'en termes de qualité, on est moins performant que les autres, mais des fois en termes de qualité, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire de belles choses quand même. Donc on a essayé, on a fait des jolies choses. Le truc qu'il y a, c'est que là, il joue ce soir et jusqu'à maintenant, le fait d'être parti, ça n'a pas arrangé cette équipe. Et je m'étais mis un peu à douter de moi aussi, dans mes idées et tout ça. C'est pour ça que le stage de Lens m'a fait du bien aussi. Le stage du Lens m'a fait du bien parce que je me rapproche beaucoup des idées de Franck Hez et je me dis qu'en fin de compte, je suis peut-être pas si dégueulasse que ça. Et donc voilà, et puis le fait aussi de voir que ça fonctionne pas là-bas, donc c'est emmerdant parce que on a décidé de se séparer justement pour créer quelque chose. Parce que je pense que des fois ça peut créer quelque chose et que pour l'instant ça crée pas grand-chose, c'est ça qui est dommage. Et on va voir aujourd'hui. Aujourd'hui, peut-être s'il gagne, ça va peut-être lancer quelque chose, mais bon, pour l'instant... Il y a quelques soucis quand même là-bas, même avec Maïdine Douane, je sais pas quel retour toi t'as eu, mais... Ouais, Maïdine Douane... En fait, là-bas, on veut faire avec tout le monde la même chose. Et moi, je partais du principe, et en parlant avec Franck Hez, qui lui a confirmé ce que je pense, donc c'est une bonne chose qu'on ait au moins 2 à penser ça, c'est que dans le métier d'éducateur,
quel que soit l'éducateur, que ce soit dans le sport ou éducateur spécialisé, tu peux pas faire la même chose avec tout le monde. Voilà, parce que dans le foot, c'est un sport populaire. Il y a des enfants comme Maïdine qui ont vécu avec des copains, des choses comme ça, qui viennent un peu des quartiers. Il y en a à Paris, il y en a partout, des quartiers. Il y a des gens qui viennent d'Afrique, il y a des gens qui viennent d'autres pays, il y a des gens qui sont nés avec une cuillère d'argent dans la bouche, parce que leurs parents, ils ont beaucoup d'argent. Et en fin de compte, tous les milieux sociaux dans le football qui te disent que tu peux pas mettre les mêmes contraintes à toutes les personnes. Parce qu'il y a des gens qui vont accepter certaines choses, il y a d'autres qui n'ont jamais vécu ça, qui vont avoir du mal à les accepter. Il y a des gens à qui tu dois taper dessus, et il y a des gens à qui tu dois les emmener par l'affectif. Voilà. Et là-bas, on tape sur tout le monde. Moi, je disais non, on tape pas sur tout le monde, on peut pas. Et en fin de compte, j'ai eu moi aussi des soucis relationnels avec des gens là-bas parce que justement, Maïdine, je le prenais pas comme ça. Sauf que je suis parti 3 semaines après, il y a un problème avec Maïdine. Un gros problème avec Maïdine. Pourquoi il y a un gros problème avec Maïdine ? Ce qui est paru dans la presse, c'est pas ce que j'ai entendu, moi, de la part des joueurs. Voilà. Moi, j'ai entendu dire il a pas fait bien. Attention, je le protège pas. Mais j'ai entendu dire que les entraîneurs avaient commencé. Bon, voilà. Après, c'est les joueurs qui m'ont dit ça, certains joueurs. D'accord ? Maintenant, j'y étais pas, donc je peux pas confirmer ce qui s'est dit. Ce que je sais, c'est que en voulant faire avec tout le monde la même chose, tu peux pas. Tu peux pas. Dans les lois. Qui veut pas dire qu'il faut tout accorder à l'un et pas à l'autre. C'est pas ça que je dis. C'est que dans la sanction de la loi, par exemple, tu peux pas faire la même chose. Au niveau football, je parle. Au niveau football, je parle pas dans les lois françaises en général. Hein. Et puis dernière chose qui peut peut-être faire comprendre les choses et ma vision des choses, c'est que quand je passais mes diplômes, ils nous ont expliqué qu'à un moment donné, il y a des gens qui craquent. Et tu dis, mais putain, t'as craqué pour ça ? Parce que c'est quelque chose de bidon. Mais en fin de compte, c'est pas pour ça qu'il a craqué. C'est parce que ça s'est accumulé. Et cette chose-là a fait que ça a débordé. Et quand on dit c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est le cas. Et concernant Maïdine, j'étais là-bas. Ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple. Et peut-être que ça a été le truc qui a fait déborder. Voilà. Pourtant, c'est rien en soi. Il n'y a pas de grand-chose qui se passe. Mais donc voilà. Donc toi là t'es sans club pour le moment, c'est quoi l'avenir pour toi ? Il y en a qui demandaient dans les commentaires par exemple, est-ce que tu dois retourner à la formation ou est-ce que là l'objectif c'est vraiment de retrouver un banc en tant que numéro 1 et dans une équipe première ? Alors je suis assez ouvert. Mais ça t'as attendre la suite de la Slovénie. Ouais. Ça c'est peut-être un rêve, je sais que c'est une de tes envies je pense aussi pour l'avenir. Moi c'est mon rêve. C'est simple, je fais ce métier, c'est pour un jour être à Metz, c'est tout. Voilà, moi j'ai même pas besoin d'aller, enfin ouais, j'exagère les traits, mais si tu me dis Real, machin, un truc, on va pas refuser, hein. On va pas refuser. Mais voilà, moi c'est un jour j'ai mes fesses sur le banc de Metz, je suis content. Voilà, j'aurais atteint mon truc. Après s'il y a plus, il y aura plus. S'il y a pas, ça sera une déception, c'est comme ça. Mais là je passe mon diplôme pro, ça veut dire que normalement en juin j'ai tous les diplômes qui me permettent d'être sur un banc pro, qui me permettent d'être à la direction d'un centre de formation, qui me permettent d'être partout, en fait. Donc, ils peuvent m'ouvrir pas mal de portes. Maintenant, à voir ce qui va se présenter. Je suis fermé à rien. Voilà, être sur un banc professionnel, c'est top. Être adjoint professionnel, c'est top. Être à la direction d'un centre, c'est top. Être avec une réserve, j'ai fait ça pendant 10 ans, c'est ce que j'aimerais le moins, mais pourquoi pas. Ok, bon, on verra où est-ce que tu rebondiras à l'avenir. En tout cas, merci d'avoir. Pas de souci, merci à toi. C'était un grand plaisir de t'avoir à la maison pour une fois. Quant à vous, comme d'habitude, laissez vos commentaires, voilà. J'espère que cet épisode vous a plu et puis on verra qui sera le prochain invité. Je n'ai pas encore choisi. Allez, ciao. Salut.